Bonjour à tous et à toutes. Ça fait extrêmement plaisir de reprendre ce micro pour vous dire vraiment un bienvenue senti au Midi du Pôle Santé. J'ai été pendant longtemps celle qui a eu le plaisir de pouvoir annoncer tout le monde et de pouvoir vous donner une excellente présentation de tous nos conférenciers. Aujourd'hui, c'est un peu plus émotif parce que la personne qui présente, Pierre-Luc Fournier, c'est mon ancien étudiant de doctorat et c'est encore tout frais sa diplomation. Alors, je suis très, très heureuse d'accueillir aujourd'hui Pierre-Luc Fournier, qui est maintenant professeur adjoint au département de système d'information et de méthodes quantitatives en gestion de l'Université de Sherbrooke. Et il va venir nous parler, en fait, justement d'un sujet de thèse. Alors, c'est tout à fait d'actualité, puis je suis très proche de ce qu'il a réalisé. Alors, l'outil de sa présentation, ce sont les médecins et le livre. Qu'est-ce qui influence l'engagement? Bien entendu, il y a plein de choses à dire sur le sujet. Alors, je suis sûre que tu vas captiver l'ensemble de ton auditoire avec cette présentation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de la présenter. Alors, on te laisse une... Merci beaucoup, Marie-Hélène. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Ça me fait toujours très plaisir de revenir à HEC Montréal après avoir passé tant d'années à étudier, à côtoyer des gens merveilleux. Alors, ça me fait plaisir de vous revoir, de vous retrouver tous. Alors, je me lance dans ce sujet qui est, ma foi, d'actualité et qui parfois peut soulever les passions. Donc, je vais essayer de vous présenter un petit peu les résultats d'une recherche qu'on a fait au Pôle Santé au cours des dernières années concernant le rôle des médecins lors des transformations Lean. Alors, en courte introduction, je pense que je vais aller me placer de l'autre côté, ça va aller mieux. Ah, j'ai plus de place. Donc, en petite introduction, alors bon, la majorité des gens présents ici et ceux qui nous écoutent au travail ou à la maison sont familiers un peu avec la notion de Lean, donc l'approche Lean, qui a tout un historique, ma foi, assez riche. On peut remonter jusque dans les années 40-50, où les premiers balbutiements de cette méthode-là ont été développés chez Toyota, bien entendu. Et il y a eu une évolution au cours des 50 dernières années, qui a été quand même assez impressionnante. Bien entendu, tout ça a débuté dans le domaine manufacturier et au cours des années 80, les études du IMVP au MIT du Massachusetts aux États-Unis se sont concentrées et ont commencé un petit peu à formaliser les connaissances et les transposer à l'écrit de ce que représentait à l'époque le système de production Toyota. Et puis, en 1988, eh bien, la première fois qu'on a entendu parler du terme Lean, c'est dans un article publié par un étudiant de maîtrise du MIT, John Krafcik. Et à partir de là, eh bien, ça a vraiment fait boule de neige dans les différentes entreprises manufacturières nord-américaines et occidentales. Et avec le temps, bon, il y a eu plusieurs publications. Certains d'entre vous ont peut-être lu ces livres-là. On peut parler de The Machine That Changed the World en 1991. Le modèle Toyota de Jeffrey Liker qui présentait 14 principes en 2004. Et aujourd'hui, donc, ça a évolué vers une approche un petit peu plus holistique. On parle de choses comme le Toyota Kata, l'amélioration continue au quotidien, le leadership transformationnel. Bien entendu, le Lean s'est propagé dans les diverses industries de nos économies occidentales et le système ou les systèmes de la santé n'ont pas été étrangers à cet avènement-là. Donc, la littérature, très récemment, en 2016, il y a certains auteurs qui se sont intéressés justement à l'avènement du Lean dans les différents systèmes de santé à travers la planète. Et ce qui a été relevé, c'est que les premiers balbutiements un petit peu plus formels, documentés, du Lean dans les établissements de santé ont eu lieu au début des années 2000. Majoritairement en Amérique du Nord, donc aux États-Unis, au Canada et aussi fortement au Royaume-Uni. Vous avez ici sur la map monde les différents endroits dans le monde où les deux auteurs ou les deux groupes d'auteurs ont relevé des documentations d'utilisation de diverses approches fortement inspirées de la méthode Lean, donc majoritairement en Amérique du Nord. Avec le temps, cette approche-là a aussi commencé à être utilisée dans des pays qui sont un petit peu plus, pas nécessairement en développement, mais qui ont des économies à forte croissance, comme le Brésil et l'Inde. Dans ces revues de littérature-là, les auteurs ont notamment mis de l'avant les résultats mitigés des démarches de changement ou d'implantation à grande échelle dans les organisations de la santé en ce qui a trait aux impacts que cela a pu avoir sur la performance des organisations. Donc,
ces auteurs-là, et c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, on a eu beaucoup de difficultés à établir un lien précis, un lien clair entre l'utilisation et l'implantation du Lean et l'amélioration de la performance organisationnelle. Et les auteurs ont notamment mis en avant-plan la difficulté de pérennisation des changements. Ça, c'est quelque chose qui est pas mal connu de tout le monde. Les gens qui ont déjà expérimenté avec l'approche Lean, qui ont vécu ces changements-là, sont au courant de ces difficultés-là. Heureusement, et ça tout récemment, il y a une étude d'ampleur qui a été menée aux États-Unis par l'équipe de Stephen Shortell et de Thomas Rundall à l'Université Berkeley. Alors, ils sont allés sonder plus de 1000 hôpitaux, donc 1222 pour être précis, et ils ont été en mesure d'établir qu'environ 70% des hôpitaux qui avaient été étudiés lors de cette étude-là utilisaient, à différents égards, des approches ou des méthodes de type Lean. Et leur conclusion était les suivantes. C'était que, dans un premier temps, l'utilisation de l'approche Lean, l'implantation, le changement lié à des initiatives de transformation Lean avait un impact positif sur la performance des organisations américaines. Et ça était influencé par d'autres facteurs. Alors, les organisations qui étaient beaucoup plus matures d'un point de vue Lean, d'un point de vue de transformation Lean, avaient tendance à avoir des bénéfices plus importants. Lorsque les leaders étaient engagés réellement dans les démarches de changement, encore une fois, les bénéfices étaient plus tangibles. Lorsque les organisations misaient beaucoup plus sur des systèmes de gestion intégrés au quotidien, basés sur l'amélioration continue, plutôt qu'une approche par projet d'envergure, mais les résultats étaient encore plus intéressants. Et aussi, les organisations, les établissements qui investissaient beaucoup de ressources et de temps en formation, en coaching, en accompagnement de changement, voyaient des bénéfices beaucoup plus tangibles. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est la première étude en la matière qui est vraiment venue établir un lien concret, un lien significatif entre le Lean ou l'implantation du Lean dans les organisations de la santé et l'amélioration de la performance organisationnelle. Donc, d'un point de vue équilibré. On ne parle pas juste d'efficience ici, on parle de qualité, d'accessibilité, etc., etc. Bon, comme la majorité d'entre vous le savez, le Québec n'a pas été étranger à l'implantation et à l'utilisation du Lean dans le système de la santé. De manière formelle, tout ça a débuté en 2011. Donc, je regarde des collègues ici et des gens que je connais, donc qui ont vécu ces premiers balbutiements-là. Ça avait débuté avec une première phase d'implantation dans 3 établissements via une structure par projet avec un accompagnement d'une firme de consultation externe. Et tout ça s'est poursuivi en 2013 dans une deuxième phase. Cette fois-ci, on a adapté la méthode un peu, donc on a ciblé 16 établissements, c'était avant la réforme, là, en passant. Et on est basculé dans une approche un petit peu plus visant le changement culturel, amélioration continue au quotidien. Et encore aujourd'hui, il y a plein de choses qui se déroulent dans notre système de la santé. On n'a qu'à penser à l'implantation des salles de pilotage stratégiques, tactiques, opérationnelles. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts, de changements et d'améliorations qui se déroulent dans notre système de santé. Bien, au pôle santé, on avait étudié ce changement-là. Donc, pendant 3 ans, on a mené une étude assez cossue, une étude importante, qui visait dans un premier temps à développer un outil d'évaluation de maturité Lean des établissements de santé. Donc, pour ceux qui l'ont vu ou qui l'ont utilisé, c'est une grosse brique, là. Donc, on évaluait la maturité en 10 dimensions, déclinées sur 78 composantes, sur une échelle de 1 à 5. 1 étant une absence de manifestation tangible du Lean et 5 étant l'excellence. D'accord? Donc, une organisation qui devient une référence. Pour faire ça, on avait passé en entrevue presque une centaine d'intervenants, des gestionnaires, des médecins, différents types de professionnels et autres intervenants. On avait été en mesure de faire quelques constats. Je reste quand même assez général parce que, bon, ce n'est pas l'essentiel du contenu d'aujourd'hui. Le premier constat qu'on avait fait, ou plutôt qu'on n'avait pas été en mesure de faire, c'était de conclure sur l'impact qu'avait eu le Lean sur la performance de ces organisations-là. C'est-à-dire que, outre des gains d'efficience locaux, non récurrents, on n'avait pas été en mesure de conclure sur l'impact qu'avaient eu les projets Lean, l'implantation du Lean, sur les différents aspects de la performance organisationnelle. Alors, on parle de qualité, d'accessibilité, de continuité. Donc, ce n'était pas concluant tout ça. D'ailleurs, on avait présenté ça en congrès donc avec les collègues du pôle santé. Deuxièmement, lorsqu'on avait fait une évaluation de la maturité des divers établissements qui avaient
qui avait mis de l'avant ces transformations-là, on avait constaté que la vaste majorité des organisations faisait face à un plafonnement, ce qu'on va appeler une espèce d'état de transition, où on avait beaucoup de difficultés de basculer d'un mode projet à un mode amélioration continue au quotidien, à un système de gestion intégré. Et puis ça, c'est encore le cas dans la majorité des organisations qui tentent ces transformations-là. Et une chose qui est très particulière lorsqu'on a commencé aussi à faire la recension des écrits à ce sujet-là, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de similarités entre ce qu'avaient vécu et ce que vivent encore nos établissements de santé ici, au Québec et au Canada, comparativement à ce qui a été vécu par les établissements du NHS au Royaume-Uni, alors le National Health Service. En fait, il y a un groupe de chercheurs mené par Zoe Radnor qui s'était penché sur la question simplement quelques années avant que nous-mêmes ici, on commence à faire ces études-là. Et leur conclusion était relativement très similaire aux nôtres. C'est-à-dire qu'on avait de la difficulté à conclure sur l'impact qu'avait eu le Lean sur la performance organisationnelle. Les organisations plafonnaient, donc dans leur progression en matière de maturité Lean, et on s'est posé la question pourquoi. Et on est arrivé un petit peu à la même conclusion, qui était celle du manque de contextualisation du Lean au secteur de la santé. C'est-à-dire que les organisations avaient beaucoup de difficultés à adapter l'approche Lean à la réalité du secteur de la santé. Alors, on comprend que le Lean, ses origines, c'est dans le domaine manufacturier, ça a été exporté à d'autres types d'entreprises, d'autres types d'industries, et l'industrie de la santé, le secteur de la santé, a un contexte particulier. La question qu'on s'est posée à partir de là, c'était tenter de comprendre c'était quoi ce contexte-là. Là, je vais en discuter rapidement. Là, ça, c'est une figure qu'on retrouve dans une des publications qu'on a sorties issues de la recherche, qui présente un peu le contexte hautement complexe des organisations de santé. Alors, en santé, qu'est-ce qui fait en sorte que le Lean est si difficile à implanter et à adapter? Bien, comme vous le savez, les services de santé, c'est un melting pot de plein de facteurs de complexité. Dans un premier temps, bien, on offre des services de santé. Au sein du portefeuille ou de l'ensemble des services qui sont offerts, bien, il y a beaucoup de services professionnels. Et à tout ça, on ajoute une couche de plus qui nous amène vers des services publics. Alors, ça fait entrer en ligne de compte plein d'aspects différents qui complexifient de beaucoup le contexte dans lequel la transformation Lean doit s'opérer. Alors, pour en mentionner quelques-uns, je n'irai pas en détail. Si vous voulez consulter l'article, allez-y, ça peut être très intéressant. Donc, dans un premier temps, eh bien, le patient ou notre client est l'intrant physique et l'extrant physique de la chaîne de valeur de la santé. Donc, déjà là, on a un facteur de complexité supplémentaire qu'on ne retrouve pas nécessairement dans toutes les entreprises ou les organisations. En santé, au Canada, au Québec, la notion de valeur dépasse la simple notion de valeur d'utilisation. On a des aspects sociaux, économiques, culturels qui sont englobés dans la définition de la valeur en santé. La gouvernance de nos organisations de santé, elle est extrêmement complexe. Dans un premier temps, elle est publique, donc elle est politique. Elle est politique, interne, externe, elle est discontinue aussi. Donc le dirigeant du réseau de la santé peut changer à tous les 4 ans. On ne retrouve pas ça nécessairement dans la majorité des entreprises où on tente de mettre en place des transformations Lean. La gestion publique a été, pendant longtemps, et l'est encore, ancrée dans le paradigme du New Public Management. Puis ça a débuté vers la fin des années 90. Ça a été mis beaucoup plus en place au début des années 2000, où on tentait de négliger les différences fondamentales entre les organisations publiques et privées, et on prenait la posture qu'une organisation publique pouvait se gérer de la même manière qu'une entreprise privée le pouvait. Ça a fait en sorte qu'on a développé des ententes de gestion, qu'on s'est ancré dans une espèce de tyrannie de l'efficience, où l'objectif organisationnel était plus de gérer, de réduire les coûts, plutôt que de créer une performance un peu plus équilibrée. De plus, et ça c'est particulier au contexte de la santé, d'un point de vue de gouvernance, eh bien, on souhaite avoir une gouvernance qui est pluraliste, où on met en place la collégialité dans la prise de décision, mais on fait quand même face à un groupe d'acteurs qui a plus d'influence et plus de puissance, de pouvoir décisionnel que tous les autres. Et dans ce cas-ci, on parle des médecins, qui est le sujet de la présentation d'aujourd'hui.
Et puis, bien, tout ça fait en sorte que l'organisation du travail au sein des établissements de santé, bien, elle est coincée un petit peu. Alors, elle est coincée entre cette notion de valeur-là qui n'est pas claire et la gouvernance pluraliste qui est incroyablement politique et qui, fondamentalement, n'est peut-être pas aussi pluraliste qu'on pourrait le penser. Donc, l'organisation du travail en santé, bien, c'est complexe. Pourquoi? Parce qu'on a une panoplie d'expertises différentes. Donc, on a une main-d'œuvre qui est fortement spécialisée. On a aussi beaucoup d'ambiguïté au niveau de la séparation des rôles et des responsabilités. Donc, ça va ensemble, bien entendu. Et pour complexifier encore plus le tout, bien, on a des professionnels qui ont une très grande autonomie. Une autonomie décisionnelle, une autonomie sur la manière dont elles peuvent ou ils peuvent accomplir leur travail. Alors, on se retrouve avec un melting pot où on tente d'implanter une approche qui est issue d'un secteur qui n'a pas nécessairement ces réalités-là. D'accord? Donc, ça nous amène au sujet d'aujourd'hui, et si je reviens à la slide ici, juste précédemment, qui est celui du rôle des médecins dans les transformations. Alors, au cours de nos études, pendant les 4 ou 5 ans que j'ai passé ici avec le pôle santé, c'est un sujet qui revenait très fréquemment, d'accord? Comment est-ce qu'on peut engager les médecins dans nos transformations? On a des problèmes à aller chercher le soutien de la profession médicale quand on veut mettre en place des changements issus d'amélioration Lean. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir influencer ça et pour, ultimement, venir influencer les changements de comportement? Comment est-ce qu'on peut amener, dans ce cas-ci, des médecins à adopter de nouveaux comportements qui vont soutenir des changements issus d'une transformation Lean? C'est le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Alors, avant de se lancer là-dedans, c'est important de comprendre un petit peu les médecins en tant qu'acteurs organisationnels. Qu'est-ce qui les distingue? Il y a 2 facteurs dans la littérature qui sont identifiés comme étant particulièrement importants pour les médecins en tant qu'acteurs organisationnels. C'est le statut et le pouvoir qu'ils possèdent à l'intérieur de l'organisation. La littérature sur le sujet n'a pas toujours été tendre à l'égard des médecins. Donc, il faut en prendre et en laisser, bien entendu. Mais le statut des médecins est particulier parce que, dans un premier temps, ils sont au sommet de la hiérarchie professionnelle, ce qui leur confère une ascendance professionnelle sur les autres intervenants. Le pouvoir qu'ils ont est issu de plusieurs facteurs, notamment de la grande autonomie professionnelle qu'ils ont et du monopole d'expertise dont ils bénéficient. D'accord? Ce qui fait en sorte que, de facto, les médecins deviennent les décideurs centraux du domaine clinique, mais aussi, ultimement, du domaine administratif. Et puis, ça a été démontré par le passé par des chercheurs que les incitatifs traditionnels pour amener un individu à adopter de nouveaux comportements en lien avec un changement qui a été proposé ne fonctionnent que très rarement avec les médecins dans les organisations de santé. Alors, on se retrouve avec un paradoxe de leadership. Pourquoi? Bien, parce qu'on va avoir de la pluralité, on va avoir de la collégialité dans la prise de décision, alors qu'en réalité, bien, cette pluralité-là, elle ne se manifeste pas réellement. Donc, on essaie d'équilibrer un désir de pluralité, un désir de collégialité, avec une concentration de pouvoir décisionnel qui se retrouve dans un groupe en particulier. Alors, tout ça, bien, ça fait quoi? Ça fait en sorte que, bien entendu, les médecins peuvent avoir une posture particulière vis-à-vis du changement, notamment les innovations managériales. Le Lean est une innovation managériale. D'accord? Donc, ça a été démontré que, en général, les médecins vont démontrer un petit peu plus d'inertie par rapport à ce type d'innovation-là, par rapport à ce type de changement-là. Vont avoir une résistance qui va être typiquement plus élevée que la moyenne des autres intervenants du secteur. Et qu'ils vont négocier leur participation de manière serrée. Puis là, quand je parle de négociation, je ne suis pas en train de parler de négociation monétaire. D'accord? C'est beaucoup plus une négociation un petit peu plus implicite, un petit peu plus politique, sur les niveaux d'implication qu'on veut avoir tout au long d'un changement. Et ça a été démontré, encore une fois, que cette résistance-là, eh bien, elle va être exacerbée, elle va être amplifiée si le médecin ou la personne qui subit le changement perçoit que le changement vise ou cible le statut professionnel, son autorité décisionnelle, son jugement professionnel, son bien-être économique, ce n'est pas nécessairement différent des autres intervenants là-dessus, l'organisation de son travail ou la qualité des soins qui sont offerts aux patients.
D'accord? Il y a beaucoup de ces facteurs-là qu'on retrouve aussi chez les autres professionnels du secteur de la santé. Alors, ce n'est pas nécessairement différent. Par contre, les impacts de la résistance au changement qu'on peut retrouver chez les médecins ont tendance souvent à faire de transformation lean un succès ou un échec. Par contre, ce qui est bien important, et ça, il y a de nombreux chercheurs qui l'ont mis de l'avant, c'est aussi de mentionner que les médecins dans les organisations de santé peuvent être des agents de changement incroyables. D'accord? Si on les implique dans le processus décisionnel, donc tout au long du changement qui est proposé, et surtout si on les voit comme des partenaires plutôt que des adversaires. Alors ça, je pense que c'est un message qui est quand même très important de communiquer aujourd'hui. Alors maintenant, si on regarde ça d'un point de vue lean, donc on l'entend souvent, que ce soit auprès de nos collègues du milieu de la santé, que ce soit auprès de nos collègues du milieu un petit peu plus académique et en recherche. Donc, il y a des enjeux au niveau de l'engagement des médecins. Les gens veulent comprendre qu'est-ce qui influence réellement l'engagement des médecins envers le lean, mais il y a peu d'études sur le sujet. Et les réflexions en la matière vont rarement au-delà du « l'engagement des médecins est essentiel pour le succès du lean », mais encore. Il y a peu de recherches qui ont été faites là-dessus. Dans les années 80 et 90, il y a certains chercheurs, notamment aux États-Unis, qui se sont intéressés à des phénomènes similaires, donc l'avènement de la qualité totale, de la réingénierie des processus. Et les constats qu'ils ont émis sont encore un petit peu applicables aujourd'hui. Donc, il faut se rappeler quand même qu'il y a un certain temps de ça. Donc, on mettait de l'avant la difficulté d'engager les médecins dans le changement. À quel point les changements ou les améliorations liées à la qualité, à la réingénierie des processus avaient tendance à être des échecs lorsqu'on les imposait aux médecins ainsi qu'aux autres professionnels. Cette vision-là, qui date un petit peu et qui est moins présente, je dirais, maintenant dans la réalité de la santé, mais qu'on peut quand même retrouver certains échos de ça. Puis là, je l'ai mis en citation de Friedson en 1984. Donc, le travail médical est complexe et ne peut pas être sujet à la standardisation. Donc, c'est un paradigme auquel, surtout les gens qui ne font pas partie du cercle médical peuvent se confronter lorsqu'on veut proposer des changements. Alors, qu'est-ce qu'on connaît sur l'engagement envers le changement? Qu'est-ce que la littérature nous dit sur le sujet? Alors, mes collègues qui sont ici, qui sont en développement organisationnel, vont être familiers avec cette notion-là. Alors, ultimement, l'objectif, c'est quoi? C'est que les gens qui vivent un changement soutiennent ce changement-là à l'aide de comportements spécifiques. Donc, on peut avoir des comportements chez un individu qui ne soutiendront pas le changement du type résistance. Alors, ça peut être de la résistance passive, ça peut être de la résistance active. Mais je peux aussi démontrer des comportements au quotidien, dans ma façon de faire, dans ma façon d'agir, qui vont amener à supporter, à soutenir ce changement-là sur un certain horizon de temps. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est le soutien comportemental envers le changement. Et ça peut être influencé par 3 types d'engagements différents. Le premier engagement, c'est ce qu'on appelle de l'engagement affectif. Alors, quand je démontre de l'engagement affectif envers un changement, ça veut dire que je crois fondamentalement en la valeur que ce changement-là propose. Je peux aussi démontrer de l'engagement normatif. L'engagement normatif, c'est quoi? C'est une forme de conformité. C'est-à-dire que je vais ressentir une pression de soutenir ou d'appuyer ce changement-là parce que mes collègues autour de moi le font. D'accord? Et finalement, je peux avoir ce qu'on appelle de l'engagement calculé. L'engagement calculé, c'est un petit peu plus négatif. Pourquoi? Parce que lorsque je démontre de l'engagement calculé, ça veut dire que j'ai une crainte fondamentale et que j'ai peur de perdre quelque chose qui m'est cher si ce changement-là est un succès. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être perte de l'influence, ça peut être perte de la crédibilité, ça peut être perte du pouvoir, du contrôle, ça peut être perte de l'argent. Okay? Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent motiver tout ça. Bon, ce qu'on sait maintenant avec la littérature, puis ça a été étudié pendant plusieurs années, là, au cours des 20 dernières années, c'est que l'engagement normatif est plus ou moins important. Pourquoi? Bien, règle générale, l'engagement affectif et l'engagement normatif vont être fortement corrélés. Donc, on a tendance à ne pas trop l'étudier. Alors, on est parti de ça, puis on s'est posé la question, bien, chez les médecins, lorsqu'on vit des transformations lean, qu'est-ce qui vient influencer ces 2 types d'engagement-là? Pour, ultimement, avoir un effet sur le soutien ou non comportementale envers l'implantation de l'initiative Lean qui a été proposée. Alors, c'est quoi les éléments qui peuvent influencer ça? On est encore allé dans la littérature pour voir ce que la littérature sur le changement nous disait.
Alors, ce qu'on sait, c'est que les événements qui influencent l'engagement, ce sont des antécédents de changement. Puis il y en a deux grandes catégories. Alors, j'ai des antécédents qu'on va appeler des antécédents pré-changement, c'est-à-dire que c'est des conditions préexistantes qui existent déjà. C'est déjà en place au sein de l'organisation pour l'individu qui subit le changement. Alors, il y en a deux catégories. Des caractéristiques individuelles, donc on peut parler de variables démographiques, l'âge, le sexe, la spécialité médicale, par exemple, pour les médecins, et le contexte organisationnel interne. Alors, c'est quoi le contexte de l'organisation? C'est quoi le contexte de l'équipe, de l'unité, au moment où le changement est introduit et est proposé? Alors, peut-être que ça peut avoir un effet sur l'engagement des gens qui vont participer au changement, dont les médecins. Ensuite, on retrouve des antécédents de changement, donc qui sont liés au processus de changement lui-même. Alors, ça peut être le contenu du changement. Donc, le changement, il propose quoi? C'est quoi l'objectif? Est-ce qu'on veut changer les pratiques de travail? Est-ce qu'on veut réorganiser le travail? Est-ce qu'on veut améliorer la coordination? C'est quoi le contenu? Ensuite, le processus de changement en tant que tel. Ça fait beaucoup référence à la gestion du changement, donc le leadership, ce genre de choses-là. Je vais y aller plus en détail par la suite. Et quels sont les bénéfices perçus par la personne qui vit le changement? Donc, c'est quoi les raisons pour ça? Alors, si moi, en tant qu'individu qui vit un changement, donc si je suis un médecin, et je vais me poser la question, bien, ce changement-là, ça va apporter quoi? Est-ce que ça va améliorer ma qualité de vie au travail? Est-ce que ça va réduire les coûts? Est-ce que ça va améliorer la qualité? Il peut y en avoir plusieurs. Donc, à partir de ça, bien, on a développé un modèle conceptuel qu'on est allé tester avec des médecins. Alors, je vous explique un modèle conceptuel rapidement, puis après ça, je vais passer dans les résultats. Alors ça, vous reconnaissez, c'est ce qu'on a vu à la slide précédente. Alors, notre objectif, c'est quoi? Bien, c'est de voir qu'est-ce qui ultimement influence le changement de comportement en lien avec une initiative Lean. Il y a deux types d'engagement qui peuvent influencer ça, de l'engagement affectif et de l'engagement calculé. Et ensuite, on va aller voir quels sont les facteurs, quels sont les antécédents de changement ou les dimensions reliées au changement qui vont venir influencer ces engagements-là. Alors, on en a trouvé plusieurs. Et puis ça, les antécédents qu'on a décidé d'aller investiguer, c'est entre autres issu de la recherche que nous, on avait menée pendant 3 ans auprès des établissements au Québec. Donc, ce que les gens nous disaient, qui selon eux, venait influencer l'engagement des médecins envers les transformations Lean. Alors, dans un premier temps, bien, on a toute la partie pré-changement, alors les conditions préexistantes avant que le changement prenne place. À l'intérieur de ça, il y avait aussi des variables démographiques, là, donc on a contrôlé pour l'âge, le sexe, la spécialité médicale, le statut d'emploi aussi, ça je vais y revenir tout à l'heure. Dans les caractéristiques individuelles, quelque chose qui ressortait souvent, c'était l'expérience Lean. C'est-à-dire que le médecin, avant de participer à une démarche de changement en Lean, est-ce qu'il en avait déjà fait avant? Est-ce qu'il était familier avec le concept à différents égards? Ensuite, au niveau du contexte organisationnel interne, c'était quoi l'historique de soutien de l'organisation envers son personnel, envers les médecins en particulier? Et c'était quoi l'historique de changement? Est-ce qu'il y avait des changements par le passé qui avaient été proposés, que ce soit en lien avec le Lean ou pas? Est-ce que ça avait été un succès ou non? Bien, si moi, en tant qu'individu, je travaille dans une organisation où le changement, bien, ça ne fonctionne jamais, les chances que je m'engage de manière affective sont probablement plus faibles. C'est une hypothèse qu'on a faite. Ensuite, concernant le changement lui-même, bien, on est allé voir d'autres antécédents. Quelque chose qui revenait souvent dans nos entrevues avec les gestionnaires, avec les gens qui travaillent sur le terrain, avec les médecins aussi, c'est que lorsque un changement proposé par une initiative Lean visait à changer des pratiques médicales, donc vraiment là, le cœur du travail des médecins, normalement, la résistance allait être plus élevée. On est allé voir si ça, c'était vrai ou pas. Ensuite, le processus de changement, ou plutôt le processus de gestion de changement. Alors, à quel point, dans ce cas-ci, la qualité de la communication et le leadership démontré par l'agent de changement allait influencer les niveaux d'engagement, le niveau de participation du médecin aussi. Et là, le niveau de participation, en fait, c'est le niveau de participation qu'on confère au médecin. Alors, est-ce qu'on fait simplement l'informer du processus de changement ou il est impliqué de A à Z dans le processus décisionnel? Est-ce que ça a un effet sur son soutien envers le changement? On est aussi allé voir, est-ce que payer les médecins en surplus de leur rémunération normale pour participer à un projet Lean, est-ce que ça avait un impact? On va le voir tantôt. Et finalement, on s'est aussi posé des questions concernant les bénéfices perçus. Alors, dépendamment de la justification que l'organisation utilisait, donc quel était l'objectif de la démarche Lean? Est-ce que c'était pour réduire les coûts? Est-ce que c'était pour améliorer la qualité, améliorer la satisfaction du patient?
ou améliorer la qualité de vie au travail. Et ça, c'était vraiment les perceptions du médecin qui vivait le changement. Et comment ça pouvait influencer ultimement le soutien comportemental. Alors bon, dans le jargon un peu plus statistique de la chose, c'est ce qu'on appelle un effet de médiation ou un effet indirect. Alors on est allé voir, est-ce que les antécédents de changement listés ici, ultimement, avaient un effet indirect sur le soutien comportemental des médecins envers le changement issu d'une initiative de changement Lean. Alors, comment on a testé tout ça? Bien, on a développé un sondage. D'accord? Donc, on a développé un sondage en collaboration avec un panel d'experts en Amérique du Nord, donc tant au Canada qu'aux États-Unis. On a utilisé des mesures qui avaient déjà été validées dans la littérature. Alors, notre questionnaire avait 58 items et on a envoyé ça à des médecins via la plateforme Qualtrics. Puis là, on avait une méthodologie, bien entendu, là, solide à cet égard-là, avec des rappels. On a fait beaucoup de téléphones pour contacter les gens dans les organisations elles-mêmes pour tenter d'aller chercher des répondants. Pour développer l'échantillon, on a développé un partenariat avec le réseau Catalysis aux États-Unis. Il y en a certains d'entre vous qui le connaissent peut-être, anciennement sous l'égide de ThedaCare, maintenant qui a été séparé. Donc, ça nous a permis d'avoir accès à plus de 60 hôpitaux aux États-Unis, quelques-uns au Canada aussi, dont on ne les retrouve pas sur la map, mais il y en avait quelques-uns qui font partie de ce réseau-là aussi au Canada, majoritairement en Ontario. Et ça nous a permis d'envoyer le sondage à 632 médecins, desquels on a reçu 176 réponses. Donc, un taux de réponse qui approche les 30 %. Si on se compare avec la littérature sur le sujet, avec les autres études quantitatives qui ont été faites sur le médecin, d'un point de vue de la théorie des organisations, on se compare avantageusement. Souvent, on est plus proche des taux de réponse qui tournent autour de 15 à 16 %. Alors déjà là, on avait une contribution intéressante, puis ça nous a permis de faire des analyses statistiques un petit peu plus poussées. Pour vous donner une idée un petit peu de notre échantillon ressemblait à quoi? Donc, on avait une répartition presque de 50 % hommes-femmes, donc 54-46 %. Au niveau de la spécialité médicale, on a différencié en deux. Donc, on avait environ 45 % de médecins spécialistes et 55 % qui étaient des médecins de famille. Au niveau du statut d'emploi, on avait environ 65 % de nos répondants qui étaient des employés, des hôpitaux et des organisations, et environ 35 % qui étaient des travailleurs autonomes. Ce sujet-là, je vais y revenir à la toute fin. On avait aussi environ 86 % des médecins qui n'avaient pas été payés en surplus de leur rémunération normale pour participer à un projet ou une initiative Lean. Et finalement, on avait environ 66 % de nos répondants qui étaient déjà familiers avec le concept du Lean à différents égards. Donc, il y en a certains qui avaient participé à des projets d'ampleur, puis il y en a d'autres qui avaient peut-être déjà suivi 2 heures de formation là-dessus. Ces variables-là ont influencé nos conclusions à certains égards. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter les résultats de l'étude. Donc, dans un premier temps, on est allé voir chez les médecins comment les différents types d'engagement envers le changement influencent le changement de comportement. Puis on a trouvé quelque chose d'assez intéressant qui vient corroborer la littérature à certains égards. Alors, dans un premier temps, une des conclusions qu'on a faites, c'est de conclure à quel point le changement de comportement ou le soutien comportemental passait par l'engagement affectif. D'accord? Donc, si on veut vraiment amener nos médecins ou des médecins à soutenir le changement via leur comportement, ça passe par de l'engagement affectif. L'engagement calculé ici, là, il y a des facteurs de corrélation, comme vous voyez, est très fort entre l'engagement affectif et le soutien comportemental. On parle de 0,8. Alors qu'entre l'engagement calculé et le soutien comportemental, on est pratiquement à 0. Donc, une corrélation négative quand même minime. Alors, lorsqu'il y a de l'engagement calculé, si ça a de l'effet sur le soutien comportemental, c'est un effet négatif. Donc, on veut essayer de ne pas stimuler ce type d'engagement-là pour amener les médecins à soutenir le changement. Ce qui est assez logique, puis ce qui va dans le même sens que les études sur le changement organisationnel ont tenté de conclure. Si on regarde au niveau de l'engagement calculé, on va dealer avec celui-là en premier, puis après ça, on va revenir au niveau de l'engagement affectif. Alors, parmi tous les facteurs qu'on avait identifiés pour aller tester ça, on en a simplement trouvé 2 qui avaient une influence sur l'engagement calculé. Dans un premier temps, c'était quoi? C'était l'historique de changement organisationnel. Alors, on avait une corrélation négative, c'est-à-dire que si je percevais que dans mon organisation,
l'historique de changement ou les projets de changement qui avaient eu lieu avaient généralement été des succès, bien, j'avais tendance à avoir des niveaux d'engagement, quand je dis j'avais, ce sont les médecins, des niveaux d'engagement calculés qui étaient plus bas. Et lorsque le contenu du changement visait les pratiques médicales, alors vraiment le cœur du travail des médecins, bien, les niveaux d'engagement calculés augmentaient. Et ultimement, bien, on sait que les niveaux d'engagement calculés sont corrélés de manière négative avec le soutien comportemental. Alors, ce que ça veut dire, c'est que lorsque le contenu du changement ciblait les pratiques médicales, bien, ça pouvait engendrer une certaine résistance chez les médecins. Par contre, pas une résistance qui est incroyablement élevée. Donc, on voit ici les effets indirects significatifs. Donc, si on regarde là, au niveau du changement des pratiques médicales, là, il est en bas à droite, je ne sais pas si tout le monde peut le voir. Donc, l'effet indirect significatif est quand même assez minime. Si on y va plus au cœur du sujet. Alors, on sait que le soutien comportemental des médecins passe réellement par de l'engagement affectif. Ça, ce n'est pas diamétralement différent des autres individus, que ce soit en milieu de la santé ou dans d'autres types d'organisations. Par contre, on a réalisé certaines choses intéressantes. Dans un premier temps, le simple fait d'être familier avec le concept du Lean, les pratiques, les méthodes, d'en avoir entendu parler, c'était fortement corrélé avec l'engagement affectif. Dans un premier temps. Ça, c'est intéressant. Ensuite, au niveau des bénéfices perçus, on en a testé 4, et il y en a un seul qui a été relevé comme étant important et comme ayant une influence sur l'engagement affectif. Et c'est lorsque les médecins percevaient ou avaient dans leur tête que le changement proposé visait à réduire les coûts. On a une corrélation négative. Ça veut dire qu'un médecin qui croyait que le changement en ligne proposé avait comme objectif ultime la réduction des coûts, l'amélioration de l'efficience, eh bien, allait démontrer des niveaux d'engagement affectif qui étaient beaucoup plus bas. Donc, ultimement, qui avait plus de chances de résister à ce changement-là. Ensuite, et ce qui est vraiment ressorti comme étant central et ce qui venait le plus influencer le soutien comportemental, eh bien, c'était tout le processus de gestion de changement qui entoure l'initiative de changement en ligne. Alors, curieusement, lorsque les médecins étaient payés en surplus de leur rémunération normale pour participer à un changement en ligne, démontraient moins d'engagement affectif. Donc, avaient plus de chances de démontrer un niveau de résistance plus élevé. Alors, ça va un petit peu à l'encontre de ce que certains nous ont dit dans le réseau lors de nos études préalables, mais ça a quand même du sens si on réfléchit un petit peu plus à un deuxième et troisième degré. Le niveau de participation était positivement corrélé au niveau d'engagement affectif. Donc, plus les médecins étaient impliqués dans le processus décisionnel, plus les niveaux d'engagement affectif étaient élevés. Donc, ultimement, plus le soutien comportemental l'était aussi. La qualité de la communication, ça va de soi. Alors, je vais revenir un peu, c'est quoi les différentes dimensions de la qualité de la communication. Et également, le leadership de l'agent de changement, ou le leadership perçu par le médecin de l'agent de changement qui est en charge du projet ou de l'initiative Lean. Il y a un type de leadership vraiment particulier, ce qu'on va appeler le leadership transformationnel. Alors, ce n'est pas un cours sur les types de leadership, mais il y a des différences assez fondamentales entre les différents types de leadership. Alors ça, c'est les résultats qu'on a observés tout au long de l'étude. Vous avez les effets indirects significatifs. Pour les matheux dans la salle, ça vous intéresse, on pourra en discuter. D'accord? Alors, si on repasse ça un peu dans la machine à saucisses, puis qu'on épure le modèle, bien, ce qui nous reste, c'est ce qui est présenté ici. Alors, bien, au niveau de l'engagement calculé, il y a certains antécédents qui viennent l'influencer, mais il n'y a vraiment pas une corrélation très forte entre l'engagement calculé et le soutien comportemental. Alors, on sait que, dans le cas de l'étude, la clé pour favoriser le soutien comportemental au Lean chez les médecins ne passe pas par l'engagement calculé. Ça passe réellement par l'engagement affectif. Et comment est-ce que je peux stimuler cet engagement affectif-là? Bien, c'est en venant jouer sur les différents antécédents qui sont là. Donc, sur les caractéristiques individuelles, la notion d'expérience Lean, je vais revenir plus en détail dans la discussion, sur le processus de gestion de changement, ainsi que sur les bénéfices perçus. Donc, ce sont des dimensions importantes. Oui? J'avais une question à propos des facteurs de... Il va y avoir une période de questions à la fin. Oui. Ouais. Bon. Là, ceux qui ont porté attention depuis le début ont peut-être remarqué qu'il y a une variable qui ne s'y trouve pas. Okay? Puis là, je fais attention, je vais peut-être ouvrir une boîte de Pandore, puis je ne la refermerai pas nécessairement. Il y a une variable pour laquelle on a contrôlé
et pour laquelle on n'a trouvé aucun impact significatif, sauf sur le soutien comportemental. Et c'est celle du statut d'emploi. D'accord? Alors, si vous vous souvenez, je ne reviendrai pas à la slide qui le présente, mais on a contrôlé pour le statut d'emploi des médecins, à savoir si les médecins étaient des employés de l'organisation ou s'ils étaient des travailleurs autonomes. Et ce que ça a résulté, c'est que ça nous a donné le résultat que la manifestation du soutien comportemental envers le Lean était différente et de manière significative entre les médecins qui étaient des travailleurs autonomes et les médecins qui étaient des employés des organisations. Et le coefficient de corrélation négatif ici, il veut dire quoi? Il veut dire que dans cette étude-là, dans notre échantillon, les médecins qui étaient des travailleurs autonomes avaient tendance à démontrer plus de résistance envers le changement proposé que les médecins qui étaient des employés de l'organisation. C'est un des bénéfices d'avoir fait l'étude aux États-Unis, c'est que ça nous a permis de contrôler pour cette différence-là. Alors, ça implique quoi tout ça, les résultats de l'étude? Bon. Dans un premier temps, comme je l'ai mentionné, c'est l'importance de l'engagement affectif. Donc, ça passe vraiment par là. Alors, ce n'est pas diamétralement différent de n'importe quel individu. Maintenant, on a des leviers qu'on peut activer pour favoriser cet engagement affectif-là. Dans un premier temps, au niveau des antécédents pré-changement, on a réalisé certaines choses. Premièrement, on a vu que les caractéristiques individuelles, donc des variables démographiques, ça n'a pas d'effet. Donc, que ce soit un homme, que ce soit une femme, peu importe l'âge, peu importe la spécialité médicale. Donc, ça arrivait des fois, là, il y a des gens qu'on passait en entrevue lors de notre étude sur la maturité qui nous disaient « Ah, les médecins spécialistes, ils résistent plus que les médecins de famille, etc. » Dans cette étude-là, ce n'est pas le cas. D'accord? Le fait d'être familier avec les concepts Lean a un effet important sur la capacité d'un médecin à démontrer de l'engagement affectif envers le changement et ultimement de le soutenir. Alors, ça met vraiment l'emphase sur le volet formation, le volet coaching, le volet information aussi, parce que la familiarité avec le Lean influence réellement l'engagement affectif. Donc, à ne pas négliger. Ça, c'est quelque chose qui est quand même ressorti assez souvent là, dans nos entrevues, dans nos discussions avec les gens du réseau. Le statut d'emploi, je vais y revenir plus tard. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que le contexte organisationnel interne n'avait que peu ou pas d'influence sur l'engagement des médecins envers le changement en ligne. D'accord? Alors que l'organisation ait un historique de changement positif ou négatif, que l'historique de soutien de l'organisation envers les médecins soit positif ou négatif, ça ne vient pas vraiment jouer sur la manifestation de l'engagement affectif. Un petit peu sur l'engagement calculé, mais on a vu que l'engagement calculé n'influence pas réellement le soutien comportemental. Ça, c'est intéressant, puis c'est une bonne nouvelle, parce qu'en réalité, ça, c'est quelque chose que l'organisation ne contrôle absolument pas quand vient le temps de proposer un changement. Donc, si je veux implanter le Lean dans une équipe, dans une unité, dans une organisation au complet, je n'ai pas de contrôle sur l'historique de changement puis l'historique de soutien. Je ne suis pas capable de l'influencer. C'est une bonne nouvelle de savoir que ça n'impacte pas les niveaux d'engagement et ultimement le niveau de soutien des médecins envers le Lean. Si on regarde plus au niveau du changement lui-même, donc, pas les conditions préexistantes, mais ce qu'on appelle réellement les antécédents de changement. Bien, curieusement, ce qu'on a remarqué, puis c'est quelque chose qui revenait très fréquemment, comme je l'ai mentionné dans nos entrevues, c'est que les gens nous disaient, bien, si on vise les pratiques médicales, donc si le changement proposé par le Lean vise à modifier les pratiques médicales, on va se buter à beaucoup de résistance de la part des médecins. Dans notre étude, selon les résultats qu'on a, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas ça qui était vraiment quelque chose qui influençait positivement ou négativement la résistance. Alors, l'enjeu ne semblait pas être là. Ensuite, au niveau des bénéfices perçus, eh bien, celui qui venait vraiment influencer les niveaux de soutien comportemental, et dans ce cas-ci, c'est la résistance, c'est lorsque les médecins croyaient ou avaient l'impression que la justification fondamentale d'implantation du Lean ou de l'utilisation de ces approches-là, c'était pour réduire les coûts. Puis ça, c'est venu un peu valider quelque chose qu'on sait depuis longtemps. Depuis les premiers balbutiements du Lean en santé, que ce soit aux États-Unis, au Québec, au Canada ou en Europe, eh bien, le Lean, simplement pour réduire les coûts, à long terme, c'est un synonyme d'échec. L'objectif devrait être beaucoup plus envers une approche de gestion de performance qui est plus équilibrée. Donc, qui tient compte des différentes dimensions de la performance d'une organisation. Ça met aussi en évidence l'importance du discours organisationnel. Alors, le discours des leaders, des agents de changement sur les justifications du changement en tant que tel. Alors, pourquoi est-ce que nous, on souhaite transformer notre organisation à l'aide du Lean
déployer un système de gestion intégré, des salles de pilotage et tout ça. C'est quoi l'objectif de tout ça? Si on ancre ça dans un discours d'efficience, dans un discours de réduction des coûts, bien, ultimement, du moins chez les médecins, selon les résultats qu'on a là, ça va faire en sorte de créer plus de résistance que de soutien envers le changement. C'est quelque chose que la majorité des gens savaient déjà. Là, c'est intéressant parce qu'on était capable de le démontrer de manière quantitative. Ce que l'étude a aussi mis en évidence, c'est à quel point le processus de changement et les aspects liés à la gestion de changement a une influence incroyable sur l'engagement affectif et ultimement sur le soutien envers le changement chez les médecins. Encore une fois, ce n'est pas diamétralement différent de ce qu'on va retrouver chez les autres individus. Alors, comme je mentionnais, la nécessité de ne pas simplement informer les médecins qui participent ou qui sont impactés par un changement, mais de les impliquer de A à Z dans le processus décisionnel. Et ça, ce n'est pas nécessairement facile pour un agent de changement, mais c'est le rôle de l'agent de changement de mettre ça en place. Le phénomène de compensation. On nous avait dit très souvent que ça avait un impact sur la capacité de l'agent de changement à aller chercher un niveau d'engagement plus important chez les médecins. Bien, selon notre étude, ce n'est pas vraiment concluant. D'accord? Dans le sens où payer les médecins pour leur participation ne crée pas un soutien supplémentaire positif envers l'initiative Lean et à la limite, ça peut même être négatif. Pourquoi? Parce qu'on peut basculer dans de l'engagement calculé qui peut mener ou a beaucoup plus de risques de mener à des comportements liés à de la résistance passive ou active. Alors, quelque chose qui amène à réflexion quand même. La qualité de la communication, ça, on s'en doutait. Je pense que tout le monde ici avait un petit peu la même perception sur la chose. Alors, la qualité de la communication, c'est quoi? Bien, c'est les notions de pertinence et de précision de l'information. C'est de bien communiquer les raisons du changement. Fait que ça fait écho aussi avec les bénéfices perçus d'un changement. Donc, si la communication elle est bonne, mais ça va permettre de venir minimiser l'impact de ça. La communication constante aussi. Donc, trop souvent, si on l'a observé, c'est qu'on va avoir des efforts de communication très, très, très importants au tout début d'un changement et un petit peu à la fin. On va avoir tendance à négliger tout ça pendant le processus de changement lui-même. On a démontré que ça a un impact. Alors, dans les différentes mesures qu'on utilisait pour aller mesurer la qualité de la communication, bien, on mesurait la pertinence, la précision, mais aussi la fréquence. Et un autre aspect, et c'est de plus en plus pertinent dans le contexte d'aujourd'hui, on a une panoplie d'informations qui nous est acheminée. Les médecins ne sont pas différents à cet égard-là, même je dirais que c'est pratiquement pire pour eux. C'est la notion d'infobésité. Donc, de communiquer trop d'informations peut être tout aussi négatif que de ne pas assez communiquer. Finalement, le leadership. Le leadership est un sujet, puis je regarde mon collègue Sylvain à l'arrière qui en parle beaucoup. Le leadership transformationnel a un impact non négligeable sur la capacité à générer de l'engagement affectif, dans ce cas-ci chez les médecins. Puis c'est quoi le transformational leadership ou le leadership transformationnel? Eh bien, selon la littérature, il y a 6 comportements typiques que les agents de changement ou que les leaders de type transformationnel vont adopter. C'est ça qu'on est allé mesurer quand on est allé sonder les médecins. Alors, les 6 comportements, c'est quoi? Bien, c'est la capacité à créer une vision claire, alignée avec l'organisation, avec la stratégie de l'organisation, être un modèle. D'accord? Donc, en anglais, ils disent « leading by example ». Le troisième, c'est quoi? C'est être capable de communiquer des attentes élevées. Puis là, bien, c'est pas toujours évident, là. Donc, c'est d'être suffisamment exigeant sans l'être trop. Parce que ça peut amener à la démotivation et à une résistance passive ou plus active. Offrir un soutien individualisé aux membres de l'équipe, donc dans ce cas-ci, tant au niveau des médecins. Puis ce qu'on a remarqué dans les données qu'on a analysées, c'est que ça était beaucoup plus vrai lorsque les médecins n'avaient pas une familiarité élevée avec les concepts du Lean. La notion d'accompagnement devenait de plus en plus importante. Favoriser l'acceptation des objectifs de l'équipe et stimuler intellectuellement. Le modèle du leadership transformationnel, il est décliné sous plusieurs façons, sous plusieurs versions. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent plus particulièrement à l'approche Toyota, il y a un livre qui en discute, qui s'appelle « The Toyota Way to Lean Leadership », où Jeffrey Liker décline le modèle du Lean Leadership, qui est inspiré fortement du leadership transformationnel, en 4 étapes. Avec des notions d'autodéveloppement, des notions de coaching, donc être capable de s'autodévelopper soi-même, mais aussi de devenir un coach
pour les gens qui font face au changement, qui font face à l'amélioration continue au quotidien. Supporter l'amélioration continue au quotidien et créer une vision qui est alignée avec la stratégie de l'organisation. C'est comme ça qu'on peut résumer les comportements de leaders transformationnels. Alors, en bout de piste, puis ça pour les gestionnaires, c'est très important, c'est qu'il ne faut pas négliger la nécessité non seulement d'investir des ressources, des capacités et du temps dans le développement de ces capacités lean, c'est-à-dire être en mesure de faire de la résolution de problèmes, d'utiliser les outils, les méthodes, de collaborer, mais c'est aussi important d'investir des ressources, des capacités pour être en mesure de développer ces capacités de gestion de changement. Parce que, ultimement, le lean demeure un changement, ça demeure une innovation managériale. Si je ne gère pas ce changement-là de la meilleure façon possible, bien, dans ce cas-ci, pour les médecins, puis on peut dire aussi que c'est vrai pour les autres intervenants, les niveaux d'engagement vont avoir tendance à être beaucoup plus faibles. Puis si j'ai des niveaux d'engagement qui sont faibles, bien, les changements de comportement souhaités pour favoriser le succès d'un changement proposé ne seront pas très élevés, puis on va basculer dans de la résistance. Et finalement, puis ben là, c'est plus pour ouvrir un sujet de discussion qu'autre chose. Je ne prends pas position sur cette conclusion-là. Mais ce qui était très intéressant dans les résultats de notre étude, ça a été de démontrer à quel point le statut d'emploi venait influencer le soutien comportemental ou la capacité des médecins à adopter de nouveaux comportements en lien avec une innovation managériale. Dans ce cas-ci, le Lean. Alors, ce qu'on a démontré dans notre étude, à l'aide de notre échantillon, c'est que les médecins qui sont des employés des organisations ont tendance à démontrer plus de soutien envers ce type de changement-là que les médecins qui sont des travailleurs autonomes. Donc, food for thought, comme on dit. Discussion intéressante à avoir. Alors, en conclusion, je ne sais pas, au niveau du temps, ça va, c'est bon? Bon, l'objectif de notre étude, là, je vous ai fait un résumé. C'est une étude qui s'est échelonnée sur plusieurs années, mais c'était de comprendre qu'est-ce qui venait influencer l'engagement des médecins envers le Lean et, ultimement, même plus loin, le changement de comportement. Donc, qu'est-ce qui peut amener des médecins à adopter de nouveaux comportements organisationnels en lien avec un changement qui est proposé, issu d'une transformation Lean. Donc, certaines contributions de l'étude. Bien, dans un premier temps, peut-être un petit peu plus, ça s'applique un petit peu plus au milieu académique, là, mais les études quantitatives sur les médecins en tant qu'acteurs organisationnels, il n'y en a pas beaucoup. Dû notamment à la difficulté notoire d'aller chercher des données. Ce n'est pas évident, et notamment par sondage. Donc, déjà là, on a une contribution intéressante. Puis en fait, c'est la première étude quantitative sur le rôle des médecins dans les transformations Lean au sein des organisations de santé, donc toutes juridictions confondues. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a utilisé les sciences comportementales pour étudier un phénomène qui est issu de la gestion des opérations. Donc, ça nous donne une perspective qui est quand même une belle contribution. Puis, bien, au niveau des organisations, au niveau des gestionnaires, des gens qui vivent la santé au quotidien, ça offre des pistes de discussion et potentiellement de solutions intéressantes pour faire face aux défis que peut représenter l'engagement des médecins dans les démarches de transformation Lean et peut-être autres aussi. Bien entendu, puis là, bien, je vais venir un peu les questions, des limites à l'étude, il ne faut pas les négliger. Premièrement, on a fait l'étude aux États-Unis. Alors, c'est sûr qu'il y a des différences structurelles, culturelles entre la manière dont les organisations de santé fonctionnent là-bas et la manière dont ça fonctionne ici. Par contre, il y a quand même beaucoup de similitudes. Alors, on peut en prendre et en laisser, mais les conclusions amènent des discussions intéressantes. On a regardé les médecins comme étant un groupe d'individus. Alors, ça ne veut pas dire que les résultats qu'on a obtenus s'appliquent à chaque personne. Il va y avoir des différences d'un médecin à l'autre, d'un individu à l'autre. Nous, on va regarder ça en général comme étant un groupe d'acteurs organisationnels. Et bon, ça, c'est dans les prochaines démarches. On a utilisé des données transversales, donc un point de mesure à un point dans le temps. Mais là, dans le temps, on veut aller chercher plus de données pour faire une étude longitudinale. Puis c'est ce qui est en développement, notamment en collaboration avec l'Université de Berkeley aux États-Unis, où on cherche à grossir notre échantillon. Puis, on est en démarche aussi là, pour récolter des données auprès d'organisations canadiennes. Curieusement, ou peut-être pas, la récolte de données au Canada est un petit peu plus compliquée et difficile que la collecte de données aux États-Unis. Et puis, pour ceux que ça intéresse, eh bien, les résultats de l'étude, là, plus en détail, vont être présentés au prochain symposium de recherche sur le Lean en santé qui est organisé par Catalysis et l'Université de Berkeley à Washington au 12 juin. Fait que si jamais vous êtes dans le coin, eh bien, venez nous voir, ça va nous faire plaisir de parler avec vous. Et comme j'ai mentionné, eh bien, les données qu'on est en train de récolter au Canada vont aussi ultimement nous permettre de faire une étude comparative sur les comportements des médecins canadiens, donc québécois,
ainsi que les médecins américains, pour voir qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça. Alors, mes coordonnées, s'il y en a qui veulent m'envoyer des fleurs ou des tomates. Et puis, ça m'a fait plaisir, puis je vais répondre à vos questions sur l'instant. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Luc. C'est super intéressant. Puis là, je sens déjà qu'il va y avoir des questions parce que sur le web, C'est bon. c'est animé. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, donc de se présenter dans le micro et de juste pour que les gens sur le web puissent vous reconnaître et de pouvoir poser la question à Pierre-Luc, puis on me redonne le micro par la suite, tout simplement. Est-ce que vous vouliez commencer avec votre question? Donc oui, mon nom c'est Caroline Bazinet, je suis ingénieure bientôt en biomédical. Je m'intéresse justement au processus organisationnel dans les hôpitaux. Ça m'a quand même surpris quand vous avez montré justement les facteurs qui influençaient la motivation affective, l'engagement affectif. Au niveau des coûts, comme vous avez dit, je pense que c'est quand même logique. Je me demandais au niveau, par exemple, de la qualité qu'on donne aux soins des patients. Ça n'a pas ressorti plus que ça, puis ça m'a quand même surpris. Ouais. C'est quoi, en détail, ce que vous avez un peu plus évalué au niveau du sondage? Un petit peu là, je pense que ça va être plus vite si je vais par ici. Donc, si je comprends bien, si je comprends bien, tu parles des bénéfices perçus, c'est ça? Oui, c'est ça, au niveau des patients. Je pense Parfait. que c'est quand vous avez mis amélioration pour les patients. Oui, exactement. Donc, ici, au niveau des bénéfices perçus, donc amélioration de la satisfaction du patient ou amélioration de la qualité des soins ou l'amélioration de la vie au travail. Bien, en fait, oui, puis c'était assez particulier là, quand on a analysé les résultats. C'est-à-dire que, bon, il y avait plusieurs items qui allaient mesurer ça. Donc, on posait la question aux répondants. Le changement que vous avez vécu, alors l'initiative Lean, puis on leur demandait d'identifier l'initiative Lean précisément pour que nous, on puisse faire un recoupement par rapport à ça. Puis on leur posait plusieurs questions qui visaient à évaluer, bien, selon vous, est-ce que l'objectif de ce changement-là, de ce projet-là, c'était soit de réduire les coûts, d'améliorer la qualité, d'améliorer la satisfaction du client, du patient, ou d'améliorer la qualité de vie au travail. Donc, il y avait plusieurs questions. Là, si jamais vous voulez avoir le détail des questions, ça me fera plaisir de vous l'envoyer. OK, parfait. Et puis, ben, c'est simplement ça. Lorsqu'on a analysé les données, on s'est rendu compte que le seul bénéfice perçu qui avait réellement un impact sur les niveaux d'engagement, c'était lorsque les médecins avaient comme conviction que la raison qui motive le changement ou l'objectif, c'est la réduction des coûts. Alors, à ce moment-là, ben, c'est ça que la corrélation négative explique, c'est qu'ils avaient tendance à démontrer des niveaux d'engagement affectif plus bas. Donc, ultimement, d'avoir un impact négatif sur leur soutien comportemental. Ça nous a quand même surpris de constater que les autres n'avaient pas d'influence. Bon, c'est peut-être représentatif de notre échantillon. Si on faisait une étude à plus grand déploiement au Canada, est-ce que les résultats pourraient changer? Probablement. Mais ce que ça met en évidence, c'est à quel point cette crainte-là que le Lean soit utilisé en ayant comme objectif la réduction des coûts ou l'amélioration de la productivité ou de l'efficience, appelez-le comme vous voulez, on voit vraiment que si c'est ça que le médecin perçoit, bien, rapidement, il va avoir une levée de bouclier. Donc, on va avoir plus tendance à résister le changement parce que c'est ça qu'on veut éviter. Donc, ça peut peut-être faire aussi référence à certains historiques dans le système de la santé, quoique l'historique de changement ne semble pas avoir une influence importante. OK. Intéressant. C'est par curiosité un peu plus que je me demandais justement ce facteur-là, normalement, qu'intuitivement, ça revient en tête. Comment ça s'était passé. Une autre petite question que j'aurais pour vous, je pense que c'est des choses qu'on voit dans les organisations. Dans le fond, qu'est-ce qui a fait que le Lean? Qu'est-ce qui vous a surpris le plus par rapport aux médecins spécifiquement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal par rapport à une organisation dans un autre secteur, par exemple? Bonne question. Bien, il y a plusieurs choses qui nous ont surpris. C'est relativement beaucoup plus... En tout cas, moi, personnellement, puis là, ben, les gens avec qui j'ai travaillé ont peut-être remarqué d'autres choses aussi. Là. Moi, ce qui m'a surpris le plus, si je reviens un petit peu en arrière, c'est à quel point... Puis ça, c'est quelque chose qui revenait très fréquemment dans nos entrevues, dans notre projet de maturité. Surtout les gestionnaires nous disaient, bon, si on approche des médecins avec un changement, puis que ça cible ou que ça risque d'engendrer des modifications importantes à leur pratique médicale, normalement, là, la résistance va vraiment être élevée. Ce qu'on a remarqué dans notre étude, c'est que ce n'est pas vraiment le cas. Donc, le contenu de changement, donc lorsque les changements ou le projet Lean, par exemple, proposait de revoir des pratiques médicales, donc on n'est pas juste dans l'organisation du travail puis dans la coordination, on est vraiment dans le cœur de la tâche professionnelle qui est réalisée. Nous, on pensait que ça allait vraiment causer de la résistance. Selon nos résultats, non. Bon, c'était relié à l'engagement calculé, ce qui est logique.
Et on a vu que l'engagement calculé n'a presque pas d'effet sur le soutien comportemental. Fait que ça, pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui a été mis en évidence. C'est-à-dire que la clé de voûte, là, elle est ailleurs. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur d'amener des changements ou de proposer des changements issus de démarches Lean ou d'autres qui peuvent indirectement ou directement cibler certaines pratiques médicales. Ça peut causer de la résistance chez certains individus, mais selon notre étude, ce n'est pas là que l'enjeu se retrouve. Fait que je dirais que c'est pas vraiment la chose qui, moi, me surprit le plus. Merci, Pierre-Luc. Et je vous invite à la fin, si on ne répond pas à toutes les questions, vos coordonnées sont à la fin de la présentation. Donc, les gens sur le web, vous les avez. Les gens présentiels, on peut vous les remettre aussi à la fin, mais on continue. Je vais prendre une question sur place avant d'aller sur le web. Vous auriez une question? Tout simplement vous présenter dans le micro. Bonjour. Bonjour. Je suis Luc Provost, je suis président de l'Association des cliniques médicales du Québec et aussi président d'un groupe médical ici à Montréal. L'impression, je ne connais pas beaucoup la littérature sur le Lean. Je me pose la question, est-ce que vous avez fait des recherches, ou il existe des recherches plutôt, sur les groupes, le Lean dans les groupes médicaux, dans la hiérarchie médicale comme telle? C'est-à-dire que l'impression que j'ai en vous écoutant aujourd'hui, c'est que on a des organisations, un hôpital par exemple, une institution comme ça qui impose un choix ou un changement comme le Lean à une organisation médicale. Est-ce que ça existe des initiatives Lean dans des organisations contrôlées par les médecins, comme par exemple une clinique ou même les structures professionnelles qui existent même dans notre système, là, où on a quand même un côté bicéphale, ouais, avec en première ligne, par exemple, des RMG ou des organisations médicales à proprement parler, où juridiquement, le contrôle médical est déjà en place et où il y aurait peut-être même des avancées à faire au niveau des changements pour rendre des processus de décision plus efficaces. Et je me demande si c'est regarder ce genre d'initiative-là j'aurais tendance à proprement médicale. Que oui, il y a certainement des initiatives qui ont, plus particulièrement aux États-Unis, il y a des initiatives qui se déroulent dans ce type d'organisation-là. Il n'y a pas beaucoup de littérature sur le sujet, par contre. Là, du moins, moi, je ne connais pas d'études qui ont été menées spécifiquement dans ce contexte-là. Par contre, parmi nos répondants, là, parmi les hôpitaux, les organisations qu'on a consultées, il y a certains hôpitaux qui sont gérés majoritairement par des médecins. Donc, que ce soit sur le conseil d'administration, que ce soit dans les postes de haute gestion, où vraiment là, la gouvernance, elle est majoritairement médicale. Donc là, à ce moment-là, il faudra aller faire un recoupement juste avec ces organisations-là. Est-ce qu'on aura un échantillonnage assez élevé pour arriver à des conclusions? Je ne sais pas, on ne l'a pas fait, mais ça pourrait certainement être intéressant. Je suis désolé de ne pas pouvoir donner plus d'informations. Je regarde certains de mes collègues qui auraient peut-être plus d'informations sur la chose à cet égard-là. Donc peut-être qu'on pourrait en discuter par après. Précisément au Québec, je ne le sais pas. J'en doute même. Je sais qu'aux États-Unis, ça se fait. Donc, notamment avec l'exemple que je viens de vous donner. Là. Désolé, je ne peux pas fournir plus d'informations. J'aimerais bien ça. Oui. Mm-hmm. Ah, certainement, j'en suis convaincu. Donc, une question qui nous vient du web de Jean-François. Vous avez mentionné que le degré de participation à la démarche était importante pour les médecins, exemple impliquer plutôt que d'informer. Y a-t-il des éléments sur lesquels il est particulièrement profitable d'impliquer les médecins, exemple choix des objectifs, du processus de changement, la solution retenue, etc.? En fait, la réponse, ça va être un petit peu bête, là, mais c'est tout. Donc, c'est trop vaste, là, mais dans le sens où, oui, c'est important d'impliquer les médecins dès le départ sur le choix des objectifs, sur le choix des problèmes qu'on va tenter d'investiguer. Parce que, bon, ça, c'est simplement une des meilleures pratiques pour s'assurer de générer de l'adhérence, qui est un des premiers pas vers l'engagement, envers le changement. Mais ce que je crois qui est très important, puisque les données tentent à démontrer, c'est qu'il ne faut pas uniquement, c'est-à-dire, là, la seule expression que j'ai en tête, c'est pick and choose. Là, je travaille sur mon français, là, mais donc de sélectionner précisément, uniquement certains moments à partir desquels les médecins doivent commencer à être impliqués. C'est-à-dire qu'on les implique dès le départ. Et c'est vraiment la communication constante tout au long du projet qui, ultimement, a une influence sur le niveau d'engagement. Donc, oui, c'est important de les impliquer quand vient le temps de choisir les objectifs, les méthodes à utiliser, les solutions à implanter, comme c'est important de consulter les autres parties prenantes, que ce soit des infirmières, des technologues, d'autres professionnels, les préposés aux bénéficiaires, le gestionnaire. Donc,
Je suis très hésitant à essayer de mettre l'emphase sur un point précis ou certains points précis où on devrait impliquer les médecins, où on devrait favoriser la participation des médecins plus que d'autres. Donc, c'est un cas d'espèce, c'est au contexte, c'est selon le projet, selon la démarche. Mais je pense que c'est beaucoup plus important d'avoir une implication continue, une implication équilibrée, donc éviter un petit peu le concept, ce qu'on appelle l'infobésité, donc de tout le temps, pitcher de l'information puis essayer d'aller chercher de la validation pour la moindre petite chose. Mais c'est beaucoup plus d'avoir un rythme soutenu de communication, d'interaction avec les médecins tout au long du projet. Puis ça, bien, ça varie d'un projet à l'autre. Donc, je ne sais pas si ma réponse aide la personne qui a posé une question, mais ça serait ma perspective sur la chose. Oui. Allô, Pierre-Luc. Oui, salut. Céline Bareil. Donc, j'avais quelques petites questions, entre autres sur le soutien comportemental. As-tu pris l'échelle d'Herskovitch de 0 à 100? Là? Oui, c'est ça. Celle-ci, OK. Puis, oui, je vois que ça s'inspire beaucoup du texte de Horeg là, sur les variables clés. Ce qui m'étonne un peu, c'est les processus de changement. C'est sûr qu'on les connaît, communication, participation, leadership, bon. C'est du classique. Mais pour les médecins, je me serais attendue que, tu sais, on dit que les médecins résistent plus au changement, tout ça, alors que les résultats, dans le fond, confirment un peu les autres études, là, dans peu importe le changement, peu importe les groupes. Qu'est-ce que tu dirais qui est plus particulier chez eux? J'ai de la difficulté à voir qu'est-ce que je ferais de différent avec les médecins. Puis ça m'étonne un peu. Ben oui, puis nous aussi, ça nous a étonnés. Parce que dans un premier temps, ça nous a permis de démystifier certaines choses. C'est-à-dire que les médecins ne sont pas diamétralement différents de la majorité des autres intervenants, mais il y a des caractéristiques particulières. Je dirais, si je vais un petit peu plus loin, justement, dans le processus de changement. Bon, premièrement, la notion de compensation. Ça nous a surpris un petit peu. Bon, ce qui, moi, et ce qui a été mis de l'avant, vraiment, c'est la notion de leadership ou de leadership perçu. Et quand on compare avec d'autres études similaires qui ont été faites auprès d'autres intervenants, la crédibilité perçue du leader ou de l'agent de transformation ou de l'agent de changement semble avoir un impact plus important chez les médecins. Pourquoi précisément, on ne le sait pas exactement. Donc, c'est un petit peu là-dedans. Bon, parce que les données qu'on a récoltées servent en ce moment à faire une autre étude uniquement sur le leadership. Okay. Alors, on va aller voir quels sont les comportements, là, parmi les 6 comportements que j'ai listés, quels sont ceux qui influencent réellement l'engagement affectif des médecins envers le changement. Fait qu'on ne sait pas encore c'est lequel plus précisément. Les résultats un petit peu préliminaire de tout ça, c'est que ça a beaucoup à voir avec la perception de crédibilité. Donc, est-ce que l'agent de changement est un modèle? Est-ce que le médecin accorde à cet agent de changement-là la crédibilité suffisante pour lui permettre de s'engager effectivement dans le changement? Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas. On le retrouve dans les autres corps de métier, mais ce n'est pas aussi, c'est pas aussi important que ça l'est chez les médecins. Du moins, c'est ce que les études préliminaires ou les résultats préliminaires tentent à nous démontrer. On pourra peut-être en discuter quand l'étude va être complétée. Bien, justement, là-dessus, sur le leader transformationnel, qui ils avaient en tête quand ils répondaient au sondage, l'agent de changement? Est-ce que c'est le DG de l'hôpital? Est-ce que c'est le porteur Lean? Est-ce que c'est leur supérieur immédiat, le DSP ou des... Donc, il y avait une description quand même assez longue à cette question-là, mais pour le résumer, c'était vraiment la personne qui, à leurs yeux, incarnait ce changement-là. Donc, ça pouvait être plusieurs individus différents. Donc, si dans l'organisation, la personne qui était en charge du changement, c'était un cadre intermédiaire, bien, ça allait être cette personne-là. Donc, c'est vraiment l'agent de changement en particulier. Ça peut être un cadre supérieur si le médecin était impliqué dans un projet qui était de beaucoup plus grande envergure. Donc, par exemple, ça pourrait être un cadre supérieur qui est en charge de plusieurs services dans l'hôpital. Alors, si c'est un projet qui regroupait l'ensemble de ces services-là, l'agent de changement, c'était qui? C'était la personne qui avait l'autorité décisionnelle sur le changement. Donc, c'était vraiment cet individu-là. Donc, on n'a pas ciblé, est-ce que c'est le DG? Est-ce que c'est uniquement des cadres supérieurs? La description, elle est assez longue. Je la ferai parvenir si tu veux, là, justement pour bien situer le répondant, pour pouvoir identifier et répondre aux questions vis-à-vis les comportements de leadership perçus. Hein, parce que tout ça, en fait, c'est quoi? C'est des perceptions. Donc, ça se peut qu'il y ait un écart entre la réalité et la perception, mais ultimement, ce qu'on peut influencer chez le médecin, c'est les perceptions. C'est ça qu'on est allé mesurer. Est-ce que ça répond à ta question? Merci. Oui?
Comme Cher tu Alain. te doutais, je ne peux pas m'empêcher d'intervenir. Ben, c'est bien correct. D'abord, je veux te remercier pour la qualité de la présentation que tu as faite. Là. Vraiment, c'est Merci très beaucoup. bien soigné. Et la qualité de la présentation visuelle aussi, qui accompagne très bien ton discours. Ça, Merci. il faut que je le souligne. Ça m'a impressionné. J'ai 2 petites questions. Une tout petite, puis une plus importante. Parfait. Je commence avec la tout petite. C'est vraiment juste de la curiosité. Tu as parlé du statut autonome versus engagé et tu as parlé de l'engagement calculé. Mhm. Est-ce que l'engagement calculé joue différemment selon le statut? Non, on a contrôlé pour la modération, dans le fond, c'est un Ouais. peu ça la question que tu me Ouais, poses. ouais. Il n'y en avait pas. Donc, elle n'était pas significative. Alors, c'était vraiment, puis bon, si je reviens ici, c'est ça qui était assez particulier parce que normalement, on se serait attendu à ce que, parce que le statut d'emploi, on l'a traité comme les autres variables. Dans ce cas-ci, c'était une variable binaire. Fait qu'on se serait attendu à ce que ça ait possiblement un impact comme tous les autres antécédents qu'on a identifiés. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est un antécédent de pré-changement, c'est une condition préexistante. Par contre, la seule relation significative qu'on a observée là, quand on a fait la méthode backwards, le model trimming approach, là, encore une fois, je m'excuse pour l'anglicisme. Ce qu'on a remarqué, c'est que le seul effet significatif de cette variable-là se retrouvait directement sur le soutien comportemental. Ça veut dire que dans le modèle, là, il y a une variance ici qui est expliquée par ça, qui n'a absolument rien à voir avec le reste de notre modèle. Donc, ça n'a rien à voir avec l'engagement, avec les niveaux d'engagement envers le changement. C'est un autre facteur. Puis là, je ne sais pas parce qu'on ne l'a pas encore exploré. Mais c'est ça. Pour répondre à ta question, il n'y avait aucun effet direct ou indirect. Donc, aucun effet direct sur les engagements, donc aucun effet indirect sur le soutien comportemental. Et il n'y avait pas d'effet de modération non plus, tant dans les 2 types d'engagement. L'autre, c'est plus une question de généralisation. Là. Dans le fond, on se préoccupe beaucoup des changements dans les milieux de santé. On cherche à modifier les façons de faire. Et ce que j'avais envie de poser comme question, c'est plus une réflexion là, sur la transférabilité de ce que tu as observé à d'autres situations de changement. Est-ce que tu as le sentiment que ça peut jouer un peu de la même façon dans d'autres situations? Je crois que oui. D'ailleurs, il y a un corpus de littérature qui est très important sur le changement technologique en santé, donc justement l'implantation des dossiers patients et tout ça. Professeur Liette Lapointe de McGill, qui était sur mon jury de thèse, là, comme tu le sais, a étudié beaucoup la question. Et il y a un corps de connaissances sur la réponse des médecins ou les comportements des médecins vis-à-vis ce type de changement-là. Et on observe un petit peu les mêmes choses, c'est-à-dire que la littérature a fait la conclusion que la résistance était de manière notoire plus élevée chez les médecins pour ce type de changement-là. Donc, je reviens un peu à ce que je disais. Le Lean est un changement particulier, mais demeure quand même un changement managérial, une innovation managériale, qui a des similitudes, des similarités avec d'autres types de changements. Alors, je pense que c'est transférable dans son ensemble, peut-être. Maintenant, au niveau des détails, je ne le sais pas. Par exemple, est-ce que ce sont tous les types de changements qui peuvent amener à une perception chez le récipiendaire de changement, dans ce cas-ci le médecin, vis-à-vis de la réduction des coûts? Parce que c'est tous les types de changements qui envoient ce message-là. Je ne le sais pas. On le sait pour les gens qui travaillent dans le réseau ou les gens qui l'ont étudié par rapport au Lean. On sait que dès le départ, c'était une des craintes. C'était un message qui était véhiculé par beaucoup d'intervenants. Ah, le Lean, c'est juste une façon de réduire les coûts, c'est une façon de transformer l'hôpital en usine. Puis il y avait des caricatures dans les médias et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, particulier par rapport au Lean. Est-ce que ça l'est par rapport à tous les autres types de changements? Je ne sais pas, il faudrait regarder ça. Mais oui, je pense que il y a certaines choses qui sont transférables au changement en général, certaines choses qui sont peut-être plus particulières au Lean, donc la notion d'expérience Lean. Alors, est-ce que dans un autre type de changement, l'expérience préalable avec les concepts qui sont reliés de manière inhérente à ce changement-là, est-ce que ça influence l'engagement ou pas? Je ne le sais pas, ça doit probablement être propre à ce type de changement-là. Merci. Merci beaucoup. Le temps nous manque. Mais comme je l'ai dit au Parle début, trop. si vous avez... Non, mais c'est ça qu'on veut entendre aussi. Mais si vous avez des questions supplémentaires ou des commentaires, les coordonnées sont à la fin de la présentation. Oui. On vous invite à nous écrire à nous également s'il y a quoi que ce soit, si vous voulez également ajouter à la conversation. Marie-Hélène avait un petit mot à dire. Donc, au début, pour les gens du web, il y avait eu une erreur avec le son. Donc, je te laisse de pouvoir reprendre ce que tu as dit.
Merci beaucoup de me laisser 2 secondes pour dire à quel point on est content d'avoir accueilli Pierre-Luc ici aujourd'hui. Je voulais simplement réitérer le grand plaisir que nous avons tous à pouvoir accueillir un de nos diplômés, puis qui a fait une contribution significative, je pense, à l'ensemble de la santé et plus particulièrement du Lean en santé. Alors, merci beaucoup d'avoir été ici, puis je pense qu'on écrit quelque chose d'important pour la suite des choses, puis pour le déploiement de l'approche à travers l'ensemble des établissements de santé. Merci, Pierre-Luc. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et moi, je vous annonce en primeur maintenant, c'est officiel, les inscriptions pour notre dernier séminaire sont lancées. Donc, on invite Mme Marie-Pascale Paumé, qui est médecin spécialisée en santé publique et professeure à l'Université de Montréal en santé publique, qui vient nous parler des savoirs expérientiels des patients et de leurs proches, un trésor encore trop bien caché pour le système de santé. Donc, c'est le 19 juin prochain, c'est le dernier séminaire de la saison. C'est sur notre site web et également sur LinkedIn. Je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Ça promet comme séminaire. Donc, à bientôt. Merci beaucoup encore.